Moi, je vais vous présenter effectivement la caractérisation du phénotype des filles porteuses de variants hérités ou de novo du gène ARX. Et je vous signale que c'est le travail d'une interne en pédiatrie, en neuropédiatrie, qui est dans le service et qui en a fait son sujet de thèse. Mathilde. En fait, le contexte de l'étude est le suivant. Vous savez qu'on s'intéresse un peu à la question des anomalies du corps calleux et que lorsqu'un fœtus porte une anomalie du corps calleux, la question du pronostic se pose et la question est quand même très souvent liée. La question du pronostic est très souvent liée à la cause génétique sous-jacente. Lorsqu'on n'identifie pas d'anomalie, voilà, on fait avec, mais quand on identifie une anomalie génétique, le pronostic est lié à la cause. Alors quand c'est un garçon qui porte un variant ARX, la question est assez simple parce que globalement, le pronostic neurodéveloppemental n'est pas très bon. Par contre, on s'est heurté plusieurs fois à la question d'une fille avec une anomalie du corps calleux isolée et un variant du gène ARX, et c'est à partir de là qu'on s'est posé la question de savoir quel était le phénotype de ces filles. Et on s'est rendu compte que dans la littérature, on n'arrivait pas à répondre à cette question. Alors ARX, Oriane vient de le dire, donc c'est un gène sur l'X qui code pour un facteur de transcription. Facteur de transcription qui a plusieurs domaines, dont des domaines fonctionnels importants comme l'homéodomaine ou le domaine aristallès. Et il a une importance considérable dans le développement du cerveau fœtal, comme vous le voyez, puisqu'il intervient à différents niveaux du développement cérébral. Alors, ce qu'on sait sur le phénotype masculin, je ne vais pas trop insister, puisqu'Oriane en a parlé. En gros, ils ont tous des troubles du neurodéveloppement qui peuvent être associés à des malformations cérébrales, en particulier une anomalie du corps calleux, qui peut être isolée, mais qui peut aussi être associée à un phénotype de lysencéphalie. C'est ce qui avait été décrit effectivement par l'équipe de Dominique Bonneau, Annick Toutain en a parlé ce matin, mais des tas d'autres phénotypes, en particulier des phénotypes avec épilepsie, et en particulier des phénotypes qu'on appelle d'encéphalopathie épileptique développementale, qui sont des phénotypes extrêmement sévères avec polyhandicap. Et puis, donc ça, c'est essentiellement les variants tronquants ou les variants faux-sens qui sont dans le domaine aristallès ou dans l'homéodomaine. Et puis, on a tout ce phénotype dont je ne parlerai pas, d'expansion des régions poly A1 et poly A2, et en particulier le syndrome de Partington. Alors, qu'est-ce qu'on savait sur les filles au moment où on s'est posé la question? En réalité, on ne savait pas grand-chose. Il y a Annick l'a dit tout à l'heure, en 2002, la première description d'une femme symptomatique au sein d'une famille de syndrome X-LAG, donc un phénotype quand même beaucoup plus sévère que le Partington. Globalement, dans le syndrome de Partington, les femmes sont considérées comme asymptomatiques. Alors, dans la littérature, ce n'est pas complètement vrai, mais enfin, elles sont très peu étudiées et globalement, elles sont dites normales. Et puis en 2008, une première identification d'un cas index féminin avec un phénotype sévère d'épilepsie, d'encéphalopathie épileptique, de novo. Voilà. Et puis du coup, on a commencé cette étude dans l'objectif de décrire le phénotype et on a apporté une nouvelle série de 10 cas et puis fait une revue de la littérature. Je dis on, donc ce travail a encore une fois été fait par Mathilde. Donc on est parti au niveau de la littérature des patients décrits dans la littérature, donc avec des variants ARX. 121 patientes ont été retrouvées et on a exclu les patientes avec des expansions poly A en se disant que la situation était assez claire de ce côté-là. Et on s'est intéressé donc aux 63 patientes qui portaient des variants faux-sens ou tronquants. Et ensuite, on a pris notre série de 10 patients qui étaient en fait 4 patients issus du service de génétique, de notre service de génétique, et 6 patients suite à un appel à collaboration. Donc on avait une cohorte de 73 patients et une des premières étapes de ce travail qu'a fait Mathilde et qui était un lourd travail, c'était d'essayer de déterminer dans la littérature quels étaient les variants hérités et quels étaient les variants de novo. Et vous voyez qu'on arrivait donc à 10 variants de novo et à 20 variants hérités de façon certaine, mais on avait un grand nombre de patients pour lesquels on ne savait pas si les variants de patientes pour lesquels on ne savait pas si c'était hérité ou non.
sur nos 10 patientes, elles étaient toutes de novo, c'était toutes des anomalies ARX de novo. Il n'y avait pas une seule femme asymptomatique. C'est un biais de sélection évident. D'une part, on les recrute parce qu'elles sont déficientes intellectuelles ou parce qu'elles ont une anomalie du corps calleux. 9 sur 10 avaient un phénotype très sévère, 6 d'encéphalopathie développementale, 3 de déficience intellectuelle sévère, une avait un phénotype plus modéré, Aurore la connaît, de TSA sans déficience intellectuelle, mais enfin bon, elle est quand même gênée dans la vie quotidienne. Toutes les 10 avaient une agénésie du corps calleux, mais comme je vous ai dit, on a un biais, complète dans 6 cas, partielle dans 4 cas. Globalement considérées comme isolées, en tout cas en prénatal, elles étaient isolées. En postnatal, vous voyez, j'ai cité les quelques anomalies qui ont été mises en évidence, mais enfin qui sont des anomalies mineures. Pour ces 10 patientes, 7 avaient des variants troquants et les 3 qui avaient des faux sens, c'était des faux sens dans l'homéodomaine. Alors, si on regarde la littérature maintenant, et qu'on s'intéresse aux colonnes jaunes, parce que les variants de transmission inconnus, c'est plus difficile, vous voyez d'abord que les résultats montrent que la moitié des patientes sont asymptomatiques, que l'autre moitié est symptomatique, et on peut classer les patientes symptomatiques dans, disons, 2 grands cadres qui valent ce qui valent, parce qu'il y a des choses qui sont discutables, mais c'était difficile de les classer. 33% ont un phénotype sévère d'encéphalopathie développementale ou de déficience intellectuelle. Donc là, de ce côté-là, ce n'est pas très compliqué. Mais pour les 17% restants, il y en a qui ont des TSA sans déficience intellectuelle. Il y en a qui ont simplement des troubles et apprentissages. D'autres qui ont des épilepsies isolées pharmaco-sensibles. Et certaines ont une anomalie du corps calleux isolée, qu'on a classé aussi dans ce phénotype modéré, puisqu'on ne peut pas dire qu'elles sont complètement sans phénotype. Et là aussi, on a essentiellement des variants qui sont des variants tronquants. Enfin, on a la moitié de variants tronquants, la moitié de faux sens, dont seulement 3 sont en dehors des domaines fonctionnels dont je vous ai parlé. Donc quand on prend la totalité, on peut dire que la totalité de la cohorte, mais encore une fois, notre cohorte de 10 patientes, elle est biaisée. On a un peu moins de la moitié qui sont asymptomatiques et un peu moins de la moitié qui ont un phénotype sévère. Et vous voyez qu'on en a quand même 66% qui ont une agénésie du corps calleux, mais l'IRM n'a été faite que pour 36 patientes sur 73, c'est-à-dire sur moins de la moitié, parce qu'en fait, les patientes asymptomatiques, les femmes asymptomatiques, elles n'ont pas eu d'IRM. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un très large spectre phénotypique, avec des phénotypes qui sont sévères, et ce n'est pas anecdotique, hein, puisqu'on est quand même à 40% de ces patientes qui ont un phénotype sévère, et qu'on a une forte prévalence d'agénésie calleuse, qui semble plus fréquente dans le groupe des patients sévères, mais qui est également présente chez des patientes asymptomatiques. Donc vous allez dire, la question de départ, vous allez avoir du mal à y répondre. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs pronostiques? On peut dire que les variants de novo semblent plus fréquemment associés à un phénotype sévère que les variants hérités. Enfin, là aussi, on a un biais, hein, puisque les femmes les plus sévères n'ont pas de descendance. Et que le phénotype sévère semble plus fréquemment associé à une agénésie du corps calleux que les phénotypes plutôt modérés ou asymptomatiques. Mais là encore, moins d'un quart des femmes asymptomatiques ont eu une IRM cérébrale, donc c'est difficile de conclure. Alors, je ne vais pas résoudre ces questions-là, évidemment. Pourquoi il y a des femmes qui expriment et des femmes qui n'expriment pas, avec une différence qui n'est pas forcément liée à la nature des variants? Est-ce que c'est une histoire d'inactivation de l'X? Je ne vous l'ai pas dit, j'ai peut-être oublié de l'écrire, mais enfin, à chaque fois qu'on a fait l'inactivation de l'X, effectivement, on avait... Enfin, à chaque fois, on a eu des patientes qui étaient biaisées, d'autres qui ne l'étaient pas, donc ça ne permettait pas de répondre à la question. Est-ce qu'on a des inactivations qui sont différentes entre le sang et le cerveau? Ben, ça a été prouvé dans certains gènes, comme MECP2, mais bon, il n'y a pas beaucoup de littérature là-dessus. L'impact des mutations peut être une piste. L'autre question, c'est est-ce qu'il y a des facteurs modulateurs?
Alors, je ne vous ai pas dit comment on a identifié les variants d'ARX, mais ça a été très variable. Il y en a qui sont passés en exome, il y en a qui sont passés en panel, il y en a qui ont eu du ciblé. Donc, est-ce qu'il faut faire un génome à toutes les patientes pour rechercher soit des facteurs modulateurs dans un cadre de recherche, soit un second événement ce matin, Amélie nous a montré quand même des histoires qui sont tout à fait intéressantes de ce côté-là. Donc peut-être qu'il faut qu'on le fasse. Et puis peut-être quand même que pour ces anomalies sur le chromosome X, la question environnementale est importante, en particulier la question hormonale. Christelle avait travaillé un petit peu là-dessus à une époque sur un autre gène qui n'était pas sur l'X d'ailleurs, mais enfin bon, pour essayer de comprendre pourquoi on avait un excès de filles. Et peut-être qu'il faut relever de façon un peu plus systématique les facteurs environnementaux. Donc en conclusion, vous voyez qu'on n'est pas tellement plus avancé, mais quand même un petit peu plus avancé. Disons que quand on est face à un fœtus féminin qui porte un variant ARX dans le cadre d'une agénésie calleuse, on n'est quand même pas très rassuré. Mais je pense qu'on ne peut pas dire que forcément, même si c'est des novos, forcément, le phénotype est préoccupant. Voilà, je voudrais remercier. Donc, pour ceux que ça intéresse, il y a eu un papier qui est sorti dans JMedGenet en 2023. Et puis, je voudrais remercier tous les collaborateurs de cette étude. Et je vous remercie de votre attention.